Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder ensemble l'altitude densité. Alors si j'aborde cette vidéo, c'est parce que lors de la préparation du dossier de vol, nous sommes amenés à comprendre et à connaître l'altitude densité du jour, l'impact sur les performances de nos avions avec des outils qui vont ressembler à ceci, cela ou encore ceci, pas forcément abordables du premier abord. Et d'autant que si on arrive les mains dans les poches à l'aérodrome et qu'on voit d'autres avions décoller, on se dit pourquoi est-ce que moi je ne pourrais pas décoller? Sans oublier l'aspect flemme international si votre aérodrome possède une piste de 1500 mètres de long. Alors à ce stade de la vidéo, vous êtes encore nombreux à switcher, à passer sur un autre contenu. Expliquer l'altitude densité en 30 secondes, ce n'est pas possible et quand bien même le scrolling serait le mal du siècle, tâchez de rester au moins sur les 5 premières minutes et si vous avez accroché, c'est que le reste de la vidéo vous intéressera. Dans notre cas, cette vidéo est chapitrée. C'est parti! Québec Kilo, piste 26 dur autorisée de décollage. Un peu plus en amont, je parlais de faire l'impasse sur ces calculs et sur l'étude de l'altitude, densité, notamment si nous volons toujours dans les mêmes zones. Et pour autant, il serait fortement imprudent de ne pas s'y pencher, notamment dans un contexte de dérèglement climatique où nos étés sont de plus en plus chauds et nos hivers, comme c'est le cas cette année, de plus en plus froids. Ainsi, les performances de nos avions seront variables et c'est cette variabilité qui sera le danger de demain. Mais avant de se pencher sur le principe de l'altitude densité et l'impact sur les performances de nos avions, peut-être serait-il intéressant de revenir sur le principe de l'atmosphère de notre planète. L'atmosphère, c'est quoi? Vous voyez, c'est cette fine pellicule que l'on retrouve tout autour de la Terre qui fait en sorte accessoirement que la vie soit possible. Elle va filtrer les rayons du soleil qui sont les plus nocifs pour nous laisser ce qu'il y a de meilleur. Alors l'été, c'est parfait pour pouvoir bronzer. Mais sinon, de manière plus concrète, l'atmosphère, eh bien, c'est avant tout différents types de couches. Vous allez avoir une zone avec la troposphère, une autre zone que sera la stratosphère, et entre les deux, vous aurez une frontière qu'on appellera la tropopause, qui se situe à 36 000 pieds. Alors, à ce stade de la vidéo, nous, on ne regardera que la partie troposphère, parce que c'est dans cette zone-là que se situe la grande majorité de la circulation aérienne, idem pour les phénomènes météorologiques que vous connaissez. L'atmosphère, c'est aussi une question de température. Plus nous prenons de l'altitude, plus la température va baisser. À ce stade, on considère que s'il y a une altitude zéro au niveau de la mer, on est à 15 degrés, on reviendra sur ce fameux 15 degrés un peu plus tard, eh bien on va perdre 2 degrés tous les 1000 pieds. Ainsi, à 7000 pieds, nous serons à 0 degré et à 36 000 pieds, eh bien, nous serons à moins 56 degrés. L'atmosphère, c'est aussi une question de pression. La pression, elle va diminuer au fur et à mesure que nous prendrons de l'altitude. Cette pression, elle est mesurée en hectopascal, sachant qu'un hectopascal égale 27,31 pieds. À ce stade, on va arrondir au plus défavorable dans la vidéo et plutôt partir du principe qu'un hectopascal égale 28 pieds. L'atmosphère, c'est aussi une question de densité. Alors, qu'est-ce que la densité? Ce sera le rapport d'un mètre cube par rapport à une température et une pression donnée et un mètre cube mesuré au niveau moyen de la mer. Donc, à savoir qu'à une température de 15 degrés, on retrouvera une densité de 1,225 kg. L'atmosphère, ce sera aussi une question d'humidité relative. Cette humidité, elle va évoluer en fonction du jour, mais aussi de votre positionnement géographique ou encore de votre altitude. L'atmosphère, ce sera aussi un mélange de différents gaz. On va retrouver de l'oxygène, de l'azote, du dioxyde de carbone, des gaz rares, mais aussi de la vapeur d'eau. Alors à ce stade de la vidéo, vous allez me dire, Charlie, c'est bien, tu nous as expliqué ce qu'est une atmosphère, tu nous as donné ces différents composants, quelques chiffres, mais on en fait quoi? Avec tout ça, nous allons définir une atmosphère standard ou une atmosphère type. Le principe pour le pilote, c'est de comprendre par rapport à cette référence standard, où est-ce qu'il se situe au niveau de l'atmosphère du jour et quels seront les impacts à nouveau sur son avion et son vol. Alors, pour pouvoir créer une atmosphère standard, la première chose à faire, c'est de se rendre en France, à Marseille. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve à Marseille? On va retrouver les Calanques, on va retrouver le quartier du Panier, Notre-Dame de la Garde, la mentalité marseillaise qu'on adore ou qu'on déteste, mais on va retrouver aussi le Vieux-Port où se trouve un repère météorologique qui va mesurer la pression moyenne au niveau de la mer. Et cette pression, elle sera de 1013,25 hectopascales
pour une température standard de 15 degrés. L'air il sera sec avec 0% d'humidité relative. Voilà, nous avons notre atmosphère que nous allons pouvoir publier et illustrer de cette façon-là, dans ce fameux graphique où vous aurez dans les abscisses les différentes températures que l'on peut être amené à rencontrer et sur les ordonnées, l'altitude, densité. Le fameux trait oblique que vous voyez au milieu sera cette fameuse tendance des températures à baisser au fur et à mesure que nous prendrons de l'altitude et les différentes courbes que vous voyez dans le graphique représenteront l'évolution de la pression atmosphérique en fonction de la température que nous allons trouver ce jour-là. Alors aussi, vous pouvez retrouver d'autres types de graphiques comme celui-ci où au niveau des ordonnées, à la place d'avoir l'altitude-densité, on aura la pression atmosphérique et ce sera cette fameuse densité qui va évoluer en fonction de la température que nous retrouvons. Alors vous allez me dire, tout ça c'est bien joli, on a l'atmosphère standard, on est au niveau de l'avion et comment on s'en sort avec toutes ces données? Eh bien il y a un instrument dans l'avion qui nous permettra de pouvoir utiliser ces données, ce sera l'altimètre. Cet altimètre, vous avez deux façons de le régler, on appelle ça faire un calage. Vous avez le calage altimétrique par rapport à l'altitude de votre terrain, donc là où vous êtes, vous prenez votre carte VAC et vous prenez le point central qui se trouve sur votre piste et vous dites voilà, actuellement je suis sur telle altitude terrain. Donc on appelle ça le faire un calage au QFE. Sinon, vous avez la possibilité de pouvoir faire un calage au QNH et dans ce cas-là, vous allez en fonction de votre terrain voir quelle est la différence au niveau de la pression atmosphérique. Il est assez rare qu'on se retrouve exactement avec un QNH identique au QFE, donc souvent vous allez avoir plus 1, moins 1, plus 2, moins 2. En réalité, ça va dépendre de la météo du jour. D'ailleurs, en parlant d'altimètre, je vous avais parlé tout à l'heure de la possibilité de venir les mains dans les poches pour voir si aujourd'hui un vol serait réalisable avec notre avion. Qu'est-ce que nous dit notre altimètre aujourd'hui? Alors si on prend le DR400 kPa, je sais qu'il a volé aujourd'hui, donc ça m'intéresse de savoir quelle information va me donner l'altimètre. On va voir ça ensemble tout de suite. Je rentre dans l'avion, qu'est-ce que je vois? Eh bien oui, voilà, je vois donc l'altimètre qui est indiqué au niveau du calage, donc on est presque à l'altitude terrain, donc c'est normal, le QNH il a évolué entre temps, mais voilà, le pilote avait réalisé son réglage au niveau de l'altitude terrain 360. Donc c'est la première façon de le régler. Quand vous faites votre checklist, vous réglez votre altimètre, vous le calez au niveau de l'altitude terrain et vous regardez par rapport à l'altimètre du jour, où est-ce que vous en êtes au niveau de ce que vous donne la TIS, la météo, ou de ce que vous avez aussi sur votre cadran. Il y a forcément une petite différence. Alors le Roméo Québec, je sais qu'aujourd'hui il n'a pas volé, donc ça m'intéresse de savoir que va m'indiquer l'altimètre dans cet avion. Je rentre dans le carlingue et là qu'est-ce que je vois? Regardez, j'ai un altimètre qui est totalement différent en termes d'information. Vous voyez, il ne me donne pas du tout la même information. Et vous savez pourquoi? C'est normal parce qu'en réalité, l'altimètre, c'est avant tout un baromètre. Il va vous indiquer en priorité la pression atmosphérique du moment. Donc vous voyez, même si demain vous ne préparez pas votre vol, que vous arrivez un peu les mains dans les poches pour savoir si c'est volable, vous avez déjà énormément d'informations que vous donne l'altimètre et qui vous permettra de comprendre de quelle manière vous allez pouvoir appréhender votre vol, notamment au niveau des performances de votre avion. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça passionnant. Et d'ailleurs à ce stade, je constate que vous êtes encore très nombreux à regarder mes vidéos et ne pas vous être encore abonné à la chaîne. C'est important pour l'algorithme. Donc si c'est toujours pas fait, n'hésitez pas, un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et laissez-moi un petit commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Donc ce qui est important à retenir entre altitude densité et altitude pression, c'est qu'en fait l'altitude densité, c'est l'altitude pression corrigée de l'effet de la température. Alors en pratique, comment cela va se traduire pour nos avions? Admettons qu'aujourd'hui, vous décidez en plein été d'aller voler avec une température de 30-35 degrés qu'on peut appeler des températures caniculaires. Eh bien, pour votre avion, ça va se traduire par une puissance qui sera à la peine au moment du décollage. Votre avion va avoir du mal à aller chercher la puissance nécessaire pour pouvoir réaliser le décollage qu'on lui demande. Ainsi, si vous avez une puissance qui est compliquée au départ, ça va se traduire par un allongement de la distance sur la piste. Donc vous aurez besoin de plus de pistes pour pouvoir décoller. Et à ce moment-là, si vous pensez être sorti d'affaire, non, les ennuis continuent parce qu'au moment de votre rotation, quand vous allez faire votre rotate, vous allez vous retrouver avec une portance qui là aussi sera en difficulté puisque moins l'air est dense, plus les particules d'air autour de nous sont espacées, donc votre avion finira, tant bien que mal,
par décoller, mais vous aurez un taux de montée qui sera plus faible que si vous étiez à une température standard de 15 degrés avec une pression de 1013. Donc si vous vous retrouvez dans cette situation, que vous avez en plus un taux de montée qui est faible et qu'en face de vous, vous avez d'éventuels obstacles, eh bien vous avez un risque de ne pas pouvoir passer ces obstacles. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à une altitude donnée, avec des températures chaudes, importantes, 30-35 degrés ou plus, eh bien c'est comme si votre avion, en termes de performance, s'est situé à une altitude supérieure à celle où il se trouve actuellement. Donc si je fais ce comparatif avec Logne, aujourd'hui on est à Logne sur un terrain qui se trouve à 360 par rapport au niveau de la mer. Si demain je veux décoller avec des températures de 30-35 degrés, c'est comme si en termes de performance, je me situais déjà à peu près aux alentours de 2000 pieds avec cet avion. Donc je vous laisse imaginer maintenant, si vous vous retrouvez vraiment sur un terrain où vous êtes à 2000 pieds d'altitude, avec des températures caniculaires de 30-35 degrés, les conséquences, elles sont plus terribles si je puis dire, puisque ça veut dire que votre avion aura encore moins de puissance moteur à aller chercher, vous aurez des distances de décollage qui seront encore plus allongées, une portance plus faible et un taux de montée qui sera encore plus faible. Du coup, si vous vous retrouvez dans ce genre de situation, que ce soit ici ou en altitude, et que vous constatez que ça risque d'être un petit peu short au niveau du décollage, il est fortement recommandé de se poser à table et de consulter son manuel de vol de façon à bien comprendre l'altitude densité et les performances que vous pouvez aller chercher avec votre avion. Et ce ne sera pas seulement de vérifier ce fameux graphique, ce sera aussi peut-être de reconsidérer votre vol au niveau de la masse et de son centrage. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous avez prévu ce jour-là de partir avec 2 passagers, des bagages en soute et les pleins complets, il faudra faire des concessions. Soit vous prenez moins de carburant avec l'inconvénient de faire un avitaillement en cours de route, ou alors l'avitaillement ça ne vous intéresse pas et dans ce cas-là vous dites à vos passagers on laisse les bagages sur le tarmac, ou alors il y a malheureusement un passager qui ne fera pas partie de l'aventure. Vous voyez, il est vraiment important de réaliser ces calculs altitude-densité et revoir les performances de son avion si vous ne voulez pas prendre le risque de vous retrouver sur les plateaux télé ou finir sur la chaîne YouTube Débrief d'Atéchoué. Alors à ce stade, il y a un exemple cinématographique qui illustre bien les propos que je suis en train de vous donner. C'est le film Barry Seal qui est interprété par Tom Cruise. Vous avez Barry Seal qui se trouve en Colombie en présence de Pablo Escobar et de ses acolytes. Il possède un avion bimoteur Aerostar 601P qui est un super avion ultra puissant, très rapide. À l'époque, c'est un peu la Rolls-Royce des bimoteurs. Et il doit transporter de la cocaïne vers les États-Unis. Le problème, c'est que Pablo Escobar souhaite remplir à fond l'avion de cocaïne et il ne comprend pas pourquoi Barry Seal lui dit « Ah bah non, c'est pas possible, on ne pourra pas charger davantage l'avion ». Parce que ce que Pablo Escobar ne sait pas et ce que Barry Seal sait, c'est que cet avion, quand bien même c'est un super avion, il aura aussi ses limites en termes de poids, mais aussi en termes d'altitude densité par rapport aux performances du moment. Et ce qu'essaie de lui expliquer du coup Barry Seal, c'est que à date, cet avion, il se situe déjà en altitude, en pleine jungle colombienne, donc il y a une forte chaleur, une forte humidité relative, la piste elle est en terre battue, elle est courte, donc le risque c'est que son avion ne puisse tout simplement pas décoller et finir comme ses autres acolytes au fond des arbres avec un avion cramé. Donc malgré tout, ici, il n'a pas le choix, il est face à Pablo Escobar, donc qu'est-ce qu'il fait? Il tente un décollage en surpoids. Et on le voit dans la séquence, son avion est à la peine, il peine à trouver la vitesse nécessaire pour pouvoir faire sa rotation, et au moment de la rotation, l'alarme de décrochage se met en route, l'avion n'arrive pas à s'extirper du sol, au bout d'un moment il y arrive, et très rapidement, afin de réduire à fond la traînée, Barry Seal rentre les trains d'atterrissage, et arrivé au niveau des arbres, va sortir brusquement tous les volets de façon à les générer un maximum de portance et passer les obstacles tant bien que mal. Vous voyez, il galère, mais à la fin, il va finir par y arriver. Alors comme dirait mon pote pilote Romain qui évolue actuellement aux États-Unis pour son mûrissement, c'est des méthodes de pilotage hardcore, un peu artisanales, que certains pilotes en Colombie font quand ils sont trop longtemps chargés, que ce soit en poisson ou en drogue. Mais voilà, ce ne sont pas des exemples à reproduire et d'ailleurs, vous voyez, c'est pas ce qu'on nous apprend à l'aéroclub. Alors c'est de la vidéo, vous allez me dire Charlie c'est très bien, tu nous as donné un petit peu les conseils pratiques, tu nous as expliqué comment fonctionne un peu une atmosphère, cool, mais comment on les réalise ces calculs? Eh bien il y a 2 possibilités. La première c'est de reprendre effectivement ce graphique qui est ici un exemple, il faut d'abord consulter en priorité le graphique que vous avez dans votre manuel de vol. L'idée c'est de comprendre avec votre doigt où est-ce que vous vous situez en termes de performance du jour en fonction de votre densité et des températures du moment. Donc par exemple à Logne, je me situe à une altitude de 360, donc ça veut dire que sur le graphique je me situerai au niveau de ce point. L'idée c'est de comprendre que si je suis à une température de
entre 30 et 35 degrés, c'est de comprendre au niveau des ordonnées où se situe entre guillemets la pression atmosphérique du moment en standard et où est-ce qu'elle se situe étant donné que je serai en altitude supérieure. Et vous voyez, je vais suivre la courbe où il y a le numéro 0 et vous voyez sur la droite, le 0 il n'est pas du tout au même endroit qu'au niveau de la pression standard. On a tendance à monter en altitude. Donc ça veut dire que sur le graphique, à la louche, sans faire de calcul, je me situe à peu près à cet endroit, aux alentours de 2000 pieds, entre 1800 et 2200 pieds. Mais vous voyez, ce n'est pas très précis, il y a quand même 400 pieds d'écart. Donc, en fonction du vol que vous voulez faire, si c'est un vol où vous restez dans des petites vallées, où il n'y a pas de relief particulier, j'ai envie de dire, on s'en fiche un peu. Vous pouvez partir avec ce type de calcul rapide, pas forcément précis. Si par contre vous êtes amené à réaliser des vols avec des pistes assez courtes, passer éventuellement un relief ou deux, il sera important peut-être davantage de réaliser la méthode suivante. Donc si vous voulez faire un calcul précis, il faudra d'abord avant tout calculer l'altitude pression qui sera la fonction suivante. Vous allez prendre l'altitude de votre terrain que vous allez soustraire à 28, c'est le fameux 27-31 qu'on a vu un peu plus tôt dans la vidéo, que vous allez multiplier à votre QNH actuel, moins le QNH standard qui est de 1013,25. Une fois que vous avez obtenu cette altitude pression, vous allez pouvoir faire votre deuxième calcul que sera l'altitude densité, soit l'altitude pression, le résultat qu'on a vu avant, plus la température du jour, moins la température standard qui est de 15 degrés, multiplié par 120. Le nombre 120 correspond à l'ensemble de la thermo et des gaz présents dans l'atmosphère qui font que dans une atmosphère standard, une augmentation de 1 degré fera grimper votre altitude densité de 120 pieds. Alors une fois que vous aurez calculé et visualisé quelle est l'altitude densité du moment, et bien dans ce cas-là, ce sera un super outil pour pouvoir compléter vos calculs concernant les performances de vos avions et utiliser ce type de tableau-là. Alors à ce stade, quand vous utiliserez ces tableaux dans vos manuels de vol, faire à nouveau attention et garder en tête que ces tableaux de correspondance ont été réalisés à partir d'un avion neuf sorti d'usine et piloté par un pilote d'essai, ce qui dans la grande majorité des cas ne nous concerne pas. Ainsi, il sera important de majorer ces calculs de façon à prendre en compte la vétusteté de l'avion, l'état de la piste actuelle au jour où vous allez décoller et atterrir. Sommes-nous sur une piste en dur et sèche, une piste en dur et mouillée, une piste en herbe sèche, une piste en herbe mouillée, mais aussi prendre en compte les facteurs vent. Si je prends un exemple de vol en été, je décolle sur l'aérodrome de Logne avec une température de 30 degrés. L'altitude pression sera de 360, l'altitude du terrain actuel, moins 28 multiplié par le QNH du jour, admettons 1023, moins 1013,25 hectopascal. Ça me donnera une altitude pression de 87. L'altitude densité sera donc de 87 plus la température du jour, 30 degrés, moins 15 température standard, multiplié par 120, ce qui me donnera une altitude densité de 1887 pieds. Donc vous voyez, à 30 degrés, si ce jour-là je devais décoller, c'est comme si au niveau des performances de mon avion, je me situais déjà à une altitude de 1887 pieds. Et par rapport au calcul qu'on a fait un peu au doigté à la louche, vous voyez, on se retrouve à peu près dans le même ordre de grandeur. Donc ce jour-là, il faut faire attention, puissance moteur qui est plus faible, plus à la peine, distance de décollage allongée, une portance qui sera un peu plus aussi à la peine et un taux de montée qui ne sera pas forcément très bon. Alors sur de la vidéo, vous allez me dire, oui mais Charlie, si on arrive à décoller malgré tout et qu'on sait que notre atterrissage est quasi sûr, voler en altitude avec un air chaud, ce n'est pas forcément une mauvaise chose parce que ça nous permet donc de voler plus haut vu qu'on a des performances qui sont déjà en altitude supérieure. Et ça nous permettrait aussi de rencontrer moins de résistance lorsque notre avion va avancer dans l'air ambiant. Alors oui, effectivement, c'est le cas. Le fait de voler dans un air chaud en été nous permet effectivement, théoriquement, de voler plus haut qu'en hiver. Donc pour pouvoir passer certains reliefs, c'est en effet quelque chose qui peut être envisageable. Maintenant, effectivement, il ne faut pas oublier qu'au niveau de l'atterrissage, cette capacité de l'avion à rencontrer moins de résistance dans l'air ambiant, on va le retrouver aussi au niveau de l'atterrissage, avec forcément une portance qui ne sera toujours pas au goût du jour. Attention du coup à la puissance moteur et au niveau de sa mania. Et à nouveau, vu qu'on rencontre moins de résistance, l'avion aura tendance à ralentir de manière plus difficile. Donc on va retrouver à nouveau un allongement des distances d'atterrissage avec le risque que si la piste est trop courte, on fasse une sortie de piste où on atterrisse dans les buissons. Donc de manière globale, ce qu'il faut quand même retenir, c'est que si on vole en été dans des températures caniculaires, certes on peut voler plus haut, mais sur le reste du tableau, on est davantage perdant.
Deuxième exemple, je décolle en automne du même aérodrome à Logne avec une température de 10 degrés au lieu des 15 degrés standards. L'altitude pression sera donc de 360, l'altitude terrain, moins les 28 pieds multipliés par 1018, le QNH du jour, moins 1013,25 hectopascales, ce qui me donnera une altitude pression de 227. L'altitude densité sera donc de 227, plus la température du jour, 10 moins 15 degrés, la température standard, multiplié par 120, ce qui me donnera moins 373 d'altitude densité. Donc vous voyez dans cet exemple, c'est intéressant parce que on est très légèrement en dessous de la référence d'atmosphère standard, donc on aura une puissance qui sera au rendez-vous pour notre avion. Nous allons avoir des distances de décollage qui seront légèrement réduites, une portance qui sera au rendez-vous et on aura un taux de montée qui sera très bon. Donc aujourd'hui, pour faire de la Mania, ce serait une très bonne journée. Dans un troisième exemple, nous sommes en hiver, je décolle à Logne, comme c'est le cas aujourd'hui, avec une température de 0 degré. L'altitude pression sera donc 360, l'altitude du terrain, moins 28 multiplié par 1020, le QNH du jour, moins 1013,25 hectopascales, ce qui me donnera une altitude pression de 171. L'altitude densité sera donc de 171, plus la température actuelle, 0 degré moins 15 degrés de température standard multiplié par 120, ce qui me donnera une altitude densité de moins 1629 pieds. Donc là, vous voyez, en termes de performance, je suis nettement inférieur en altitude par rapport à ce que je peux trouver en 360 QFE à Logne. Donc vous allez me dire, c'est parfait parce que ça veut dire qu'en termes de puissance, de l'avion il va être au taquet. On va avoir des distances de décollage qui seront plus courtes, on va avoir une très bonne portance puisque l'air sera très dense, donc impeccable au niveau des performances de l'avion et le taux de montée sera aussi impeccable. Mais attention, nous sommes en hiver, on vole dans un air froid, donc contrairement à l'été où on a un air qui est peu dense, on aura tendance à voler plus haut, et là ce sera le cas où on volera plus bas. Cet avion DR400 est capable de pouvoir monter jusqu'à 11 860 pieds. Ce qui signifie que si demain je décide de faire une navigation et de traverser un éventuel relief qui par exemple se trouverait à 10 000 pieds, eh bien il faudrait que je prenne en compte les 11 860 moins les 1620 pieds que j'ai actuellement, ce qui me donnerait 10 231 pieds. Ça signifie que ce jour-là, si je voulais survoler un relief qui se trouve à 10 000 pieds, je ne pourrais pas le survoler parce que j'aurais une altitude maximum qui serait de 10 231 pieds. Je n'ai pas les 500 pieds d'altitude sécu qui est une altitude sécu réglementaire. Donc vous voyez, il faut faire attention à ça en hiver, le fait de comprendre qu'on peut effectivement avoir des variations d'altitude qui peuvent être plus ou moins importantes et quand on fait une navigation, il est très important de régulièrement demander le QNH aux contrôleurs qui nous accompagnent de façon à être sûr que nous n'ayons pas des données qui soient faussées en vol et qui puissent nous mettre en danger si jamais on veut passer un éventuel relief. Cette vidéo s'achève, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de rendre ce sujet plus abordable, plus facile à comprendre. N'hésitez pas à liker la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, c'est très important pour l'algorithme de YouTube. N'hésitez pas non plus, mettez-moi un commentaire, je réponds à vos commentaires et ce sera avec grand plaisir. Et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Ciao!